Bienvenue à Repères parentaux, votre rendez-vous pour mieux comprendre, apprendre et grandir avec votre enfant. Je suis Régine Legault-Bouchard et je vous invite à vous joindre à moi dans ce nouvel épisode. C'est parti! Bonjour mesdames. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez particulier, donc préparer la rentrée scolaire de mon enfant à besoins particuliers, donc à la maternelle. Donc cet épisode s'adresse un petit peu plus aux parents qui ont des enfants, qui ont des besoins particuliers ou encore qui pourraient peut-être suspecter, ça se dit-tu? Non. Qui ont des inquiétudes. Qui ont des inquiétudes ou qui pensent que leurs enfants pourraient avoir un besoin particulier. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Chantal McAlpine, qui est direction d'école à l'école élémentaire et secondaire Maurice-Lapointe à Ottawa. Et puis, Sarah Oussari, qui est... Puis là, je vais te demander d'expliquer ton titre exact et un petit peu ton background, si tu veux bien, en éducation et en éducation spécialisée. Je te laisse y aller. Donc, je suis une enseignante ressource à l'école Maurice-Lapointe. Donc, je travaille plus spécifiquement avec des enfants à besoins particuliers et je m'occupe vraiment du dossier des enfants en maternelle jardin. Donc, on a plusieurs enseignants ressources à notre école, mais moi, je suis responsable des élèves en maternelle et en jardin. Donc, je suis très dans le milieu des tout-petits. C'est ça. Mais j'ai déjà enseigné en maternelle jardin. C'est un niveau que j'aime beaucoup, que je tiens à cœur. Donc, j'ai fait au moins 3 ans en maternelle jardin. J'ai enseigné d'autres niveaux aussi, mais oui, ça fait un bout de temps là, que je suis vraiment dans le milieu de maternelle jardin. OK, excellent. Donc, je pense qu'on a les bonnes personnes pour nous parler de tout ça. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui? Donc, je pense qu'en général, la rentrée en maternelle, c'est une grosse transition. Oui. C'est quelque chose qui cause beaucoup de stress, surtout pour des parents que c'est le premier enfant qui commence en maternelle. Ils n'ont aucune idée quoi faire. Puis, j'ai parlé avec plusieurs parents que c'est vraiment c'est l'enfant qui commence à la maison, à l'école, ils n'ont aucune idée quoi faire. Ils demandent des questions comme « Ah, est-ce que le dîner est donné à l'école? » Tu sais, des questions vraiment générales. Mais quand on parle vraiment d'un enfant à besoins particuliers, il y a encore un autre niveau de stress. Oui. Tu sais, les parents ont plusieurs questions, beaucoup d'anxiété, puis tout est très valide. Donc, je pense que c'est un sujet très important à discuter, d'expliquer étape par étape comment ça fonctionne, comment une rentrée à la maternelle fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que nous, on va faire en tant qu'équipe d'éducation spécialisée pour appuyer ces enfants qui soit ont des diagnostics ou... que peut-être les parents ont des inquiétudes. Oui. Donc, c'est ça. On a plein de procédures, d'étapes qu'on met en place pour pouvoir assurer une bonne transition de n'importe quel enfant, mais surtout les enfants à besoins particuliers. Donc, je pense que c'est un sujet très important à discuter. Parfait. Donc, Sarah et moi, on travaille très étroitement parce que lorsqu'on reçoit une inscription d'un élève à grands besoins, on commence le processus d'équipe école pour mettre en marche des stratégies pour que la transition se fasse bien. Façon harmonieuse. Puis, mais juste pour clarifier, qu'est-ce que c'est un enfant à besoins particuliers? Est-ce que vous avez des exemples juste pour qu'on sache un peu de quoi on parle ici? Oui, donc un enfant à besoins particuliers, ça peut être un enfant qui a déjà un diagnostic, donc un spécialiste a déjà posé un diagnostic à cet enfant-là, un enfant sur le trouble du spectre de l'autisme, un enfant TSA, d'habitude on dit TSA, un enfant qui a un retard de développement, un retard global de développement, un enfant qui a n'importe quel diagnostic. Est-ce qu'un TDAH, par exemple? Oui, un TDAH peut aussi être un diagnostic. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit... en maternelle jardin? Ça existe, mais nos tout-petits ont beaucoup d'énergie, mais c'est vraiment après un bout de temps, c'est maternelle, OK, jardin, là, on voit qu'il y a d'autres défis. Mais ça peut aussi être un enfant qui a juste
des besoins, tu sais, des besoins que il y a de la difficulté à transitionner, il y a de la difficulté à suivre le rythme, difficulté à gérer ses émotions, des choses un peu plus prononcées. Qu'après quelques mois, après quelques semaines, on réalise que, tu sais, on a mis en place toutes nos stratégies, puis il y a quelque chose. Et d'habitude, c'est même les parents qui vont nous dire, « Hey, moi, je réalise telle chose. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous voyez la même chose à l'école? » Puis c'est ça, c'est vraiment une collaboration, c'est beaucoup de communication entre les familles et l'équipe pédagogique. Donc c'est ça, ça peut vraiment être juste... Ça dépend vraiment. Oui, toutes sortes de situations. Et est-ce qu'un enfant en situation de handicap entre dans cette catégorie-là? Okay, absolument. Je voulais juste m'assurer qu'on avait fait un petit peu, on a une idée de quoi on parle aujourd'hui. Ça serait considéré comme un enfant qui a un diagnostic déjà posé par un spécialiste, donc qui est venu à l'école avec un diagnostic. Ça peut être comme diabète, allergie. Excellent. Absolument. Oui, absolument. Information importante qu'on a besoin pour bien intervenir auprès de notre enfant. Puis assurer l'apprentissage de l'élève dès un jeune âge, etc. C'est vraiment n'importe quoi qui peut comme venir influencer ou causer des problèmes ou affecter l'apprentissage et le bien-être de l'enfant. Parfait. Donc, tu sais, un enfant qui est, je sais pas moi, en 6e année, qui a beaucoup d'anxiété et il n'est pas capable d'apprendre, ça, c'est un enfant ou un élève à grand besoin ou à besoin particulier. Donc, mais en maternelle jardin, c'est un peu différent. Mais oui, c'est ça mon rôle un peu. Excellent. Wow, parfait. Oui. Alors, qu'est-ce que ça ressemble une bonne collaboration entre la famille et l'équipe école? Et qu'est-ce que les parents peuvent faire pour solidifier cette bonne collaboration-là? Donc, comme j'ai mentionné, la rentrée scolaire en maternelle, c'est une grosse transition. C'est stressant pour tout le monde, pour les familles certainement. Au tout début, les parents vont inscrire l'enfant à l'école. Et là, ce qu'on fait de notre côté, c'est qu'on fait une entrevue d'accueil avec l'enfant et les parents. Donc, on va convoquer les familles à une entrevue d'accueil où on va passer par un formulaire qui pose plein de questions, qui pose des questions, les intérêts, les défis, ce que l'enfant aime, ce qu'on doit éviter. Donc, c'est ça. Ça, c'est la première étape. Maintenant, avec des enfants à besoins particuliers, on fait cette entrevue d'accueil comme n'importe quel enfant. Mais on suggère fortement de faire cette étape-là le plus tôt possible. Donc, le plus tôt qu'un parent peut inscrire son enfant et communiquer avec l'école, dire « Hey, mon enfant a des besoins particuliers, j'aimerais communiquer avec l'équipe d'appui. Je pense que c'est l'idéal. » Aussi, je pense que Chantal a mentionné qu'un enfant à grand besoin, c'est comme une inscription un peu particulière. Je ne sais pas si tu veux mentionner comment ça fonctionne un peu. Exact. Alors, lorsqu'on reçoit l'information d'inscription et les parents partagent qu'il y a un grand besoin ou quelque chose de particulier, on peut faire une demande, un avis d'intention. Alors là, ça prépare l'équipe à comment accueillir cet enfant-là. Est-ce qu'il va avoir besoin d'un appui supplémentaire? Est-ce que c'est peut-être une entrée échelonnée un petit peu plus longtemps pour qu'il vive des succès? Alors, il y a une équipe aussi au conseil qui peut nous appuyer, dépendant du besoin. Donc, on est très bien encadré par les démarches existantes. Oui, exact. Donc, c'est ça. Donc, on fait... il y a une inscription à grand besoin qui est faite. Puis ensuite, ça, c'est transféré à la direction. La direction en parle avec l'équipe La Réussite, donc l'enseignant ressources. On discute un peu. Puis on se dit, OK, c'est quoi les prochaines étapes? Donc, je donne un exemple. Je pense que ça fait quelques semaines qu'on est en train d'organiser nos demi-journées d'intégration. Des amis qui vont venir au mois de septembre en maternelle. On avait une petite qui est à grand besoin et que la maman nous a dit, écoute, j'aimerais bien que ma petite puisse participer, mais elle a de grands besoins. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Puis j'ai parlé avec une enseignante en maternelle jardin, puis on s'est dit, tu sais quoi, on va faire l'entrevue d'accueil maintenant, au mois de juin. D'habitude, l'entrevue d'accueil se fait au mois d'août, donc à la rentrée scolaire, où l'enseignant titulaire va rencontrer le parent, l'enfant, discuter pour 30 minutes. Mais pour cette situation, pour ce cas particulier, on a décidé de rencontrer la famille un peu plus tôt. On a fait l'entrevue d'accueil, on a passé par le formulaire, puis on a pu rassembler beaucoup d'informations que j'ai pu ensuite discuter avec ma direction, puis dire, hey, il y a
comme il y a vraiment, cet enfant-là a vraiment de gros besoins, je pense qu'on aurait besoin peut-être de l'appui du conseil pour venir observer la petite, voir si on peut avoir d'autres ressources, d'autres outils pour appuyer cet enfant-là à sa rentrée. C'est un enfant qui va peut-être pas pouvoir faire une rentrée d'une journée complète, peut-être juste d'une heure. Donc, ça dépend. Chaque enfant est très particulier, mais le plus tôt possible qu'on a cette communication, que les parents viennent nous parler, nous donnent toutes les informations nécessaires, ça nous donne, nous, plus de temps pour s'organiser. Ces parents-là ont été géniaux parce que vraiment, c'est venu d'eux. J'ai des inquiétudes. Ils nous ont toutes partagé les formulaires, les diagnostics. Donc, on est très reconnaissants lorsqu'on a le temps de se préparer pour intervenir auprès de l'enfant. Ça permet à l'équipe d'aller chercher les ressources spécifiques centralement ou ailleurs, de personnaliser l'approche aussi, donc le plus tôt possible. C'est ça, je pense que c'est la collaboration en général. On va toujours communiquer, surtout que c'est un enfant à grand besoin, on va continuer à communiquer tout au long de son cheminement. Mais le plus tôt possible, ça donne à l'équipe plus de temps pour s'organiser. Oui. Parfait. Alors, peux-tu expliquer un petit peu ton rôle par rapport à ces enfants, soit TSA ou à besoins particuliers? Oui, donc en tant qu'enseignante ressources, j'ai plusieurs chapeaux. Donc, premièrement, du côté pédagogie, j'appuie les équipes pédagogiques. Donc, j'appuie les enseignantes, j'appuie les éducatrices pour m'assurer qu'on mette en place les bonnes stratégies pour cet enfant-là. Qu'est-ce qui se passe en salle de classe? OK, cette stratégie ne fonctionne pas. OK, qu'est-ce qu'on peut faire au lieu? C'est vraiment, c'est un enfant TSA. OK, il a besoin d'une minuterie, il a besoin d'un horaire visuel, il a besoin de pictogrammes. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant? Ça serait bien d'avoir de l'appui, un appui d'un TES qui va retirer l'enfant. C'est vraiment en collaborant du côté pédagogie avec l'équipe pédagogique. Mais aussi, il y a beaucoup d'administratifs aussi. Il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de documentation. Puis c'est très important parce que si j'ai un enfant qui vient avec un diagnostic, d'habitude, ça va venir avec des rapports de spécialistes. Donc, par exemple, à cette rencontre d'entrevue d'accueil que j'ai eue avec cette maman, je lui ai dit, est-ce que vous avez des rapports de spécialistes à nous partager? Parce que nous, on a besoin d'avoir tous ces documents. Parce qu'à la fin, il y a une section recommandations. Puis il y a des recommandations qui sont directement ciblées à l'école. Parfait. Donc, ça nous dit, hey, tel élève a besoin de tel accommodement. Exactement, tel accommodement. Ils ont besoin des pauses régulières. Ils ont besoin de telle chose. Donc, nous, on est des experts dans notre domaine, mais on n'est pas des spécialistes. Et on se fie vraiment à ce que... Les médecins. Exactement, exactement. Donc, tu sais, en tant qu'enseignant ressources, j'ai ce rôle de prendre toute la documentation, tu sais, ces démarches-là, ça coûte beaucoup d'argent aussi pour les parents et beaucoup de temps. Donc, on prend ça au sérieux, puis on veut mettre en place les bonnes stratégies pour l'enfant. Donc, en tant qu'enseignant ressources, je prends tout ça, je regarde les recommandations, je partage ça avec mes équipes pédagogiques, je m'assure qu'on est sur la bonne voie. Et on va dire que, OK, on a essayé toutes les stratégies, tout ce qui a été recommandé. On collabore avec la famille. On essaye tout, mais il y a encore quelque chose, ça ne fonctionne pas. Bien, c'est à ce point-là qu'on va aller voir les spécialistes dans le conseil. Donc, on a des conseillers, des conseillères en éducation spécialisée. On a des analystes du comportement qui travaillent spécifiquement dans le comportement des élèves TSA. On a des orthophonistes, des ergothérapeutes. Donc, je suis un peu le pont entre les deux mondes. Donc, l'enseignant ressources a un gros rôle de ce côté, mais c'est toujours en collaborant avec l'équipe pédagogique qui est comme là dans le terrain, puis les familles, le conseil, la direction certainement. Puis l'équipe à la maternelle, l'équipe dans la salle de classe. Excellent. Exactement. Oui, donc c'est ça un peu mon rôle. Wow. Puis qu'est-ce que j'adore, c'est elle fait mention à l'équipe de la réussite. Et c'est vraiment ça. On veut que les enfants réussissent, qu'ils vivent des succès. Alors, l'équipe de la réussite, c'est comme... C'est tellement positif. J'aime ça. Puis c'est rassurant de savoir aussi que... il y a des ressources au sein du conseil scolaire. Il y a des gens qui ont vécu, qui ont d'expérience et tout ça, qui ont des spécialités aussi, qui peuvent appuyer dans les tactiques. Donc, je pense aussi que c'est important de noter qu'un autre partie de son rôle, c'est certain d'être l'entremise des experts de l'école, de la famille,
mais aussi que chaque intervenant qui est impliqué dans le dossier, l'enseignante ressource fait en sorte qu'il y a un formulaire signé par les parents nous donnant l'approbation de partager les documents, de partager l'information, parce que c'est toujours le parent qui décide qui a le droit de tout gérer. Oui, comme n'importe quelle étape est toujours approuvée par les parents. Okay. Je communique toujours avec les familles. Comme j'ai un téléphone chez moi, dans mon bureau, puis j'appelle constamment les familles pour approuver, pour savoir comment ça se passe. Donc, oui, les parents sont très importants dans tout ce processus. Au travail d'équipe. Absolument. Oui. Ça inclut les parents, l'enseignante, l'éducatrice. Parfois, il y a l'éducatrice de la petite enfance, il y a un éducateur spécialisé, la direction. On est une belle grande équipe. Wow. C'est ça. Ouf. C'est beaucoup. Mais une chance, c'est important. Oui. Wow. Alors, peux-tu donner des exemples concrets de comment on pourrait aménager une salle de classe pour accueillir un enfant à grands besoins, soit TSA, soit des problèmes physiques? Absolument. Donc, je retourne au fait de nous communiquer le plus tôt possible les besoins de l'enfant. Par exemple, nous communiquer au mois de printemps, avant l'été, avant la rentrée scolaire, pour savoir les besoins, parce que chaque enfant est très unique. Oui. Un enfant sur le spectre qui est TSA pourrait avoir besoin d'une chose, tandis qu'un autre enfant TSA n'aime pas du tout cette stratégie. Je vais donner un exemple. On a des coussins assez lourds, c'est comme des coussins en forme d'animaux là, qui sont lourds, qui aident à calmer les enfants. Donc, j'ai un ami TSA qu'au tapis, il a besoin de ce coussin pour s'aider à se réguler, se concentrer. Mais on a une autre petite récemment diagnostiquée et le même coussin, ça ne fonctionne pas pour elle. Au contraire, ça fait vraiment l'effet contraire pour elle. Donc, on essaye différentes stratégies. On a mentionné qu'on a des coins calmes, on a des horaires personnalisés. Donc, si par exemple, j'ai un enfant TSA non-verbal, il communique vraiment juste en utilisant des pictogrammes. Si je sais ça d'avance, je pourrais demander aux familles, est-ce que vous avez des pictogrammes que vous utilisez à la maison qui fonctionnent bien? On peut s'assurer qu'ils sont mis en place en salle de classe quand l'enfant va rentrer. Donc, c'est vraiment unique aux besoins de chaque enfant, mais on a toutes sortes de ressources pour appuyer les enfants à grands besoins. Par exemple, j'ai un enfant à diagnostic multiple en maternelle cette année et un étant physique. Et on a pu aller chercher de l'appui du conseil et ensuite de CHIO aussi. Donc, on travaille tous en collaboration. Wow. Puis là, on a commandé une chaise spéciale pour cette petite. Donc, ça dépend vraiment du besoin de l'élève. Les cas sont uniques. Exactement, exactement. Dont l'importance de communiquer. Communication. Exactement, okay. C'est ça. Puis même chose, c'est ça. Donc, tu parlais un élève, avec un handicap physique, même chose. Donc, les aménagements, par exemple, faut aussi prendre à l'avance, je présume, pour s'assurer que la classe est prête à accueillir cet élève-là. Absolument. Puis, ça dépend aussi. Tu sais, comme si les parents ont déjà fait des suivis auprès des spécialistes, ils ont déjà des outils à la maison qu'ils peuvent partager avec l'école. Mais d'habitude, nous, quand ça vient à du matériel, c'est toujours à travers notre conseil qui est à travers CHIO. Okay. On travaille tous en collaboration. Okay. Ça prend du temps, c'est un processus. D'où vient l'importance de communiquer très, très tôt. Mais oui, on est très inclusif. Puis on essaie de répondre aux besoins de chaque enfant. Chaque enfant a le droit d'apprendre, de s'épanouir. Donc, c'est ça notre objectif. Super. Oui. J'aime ça. J'aime ça. C'est inspirant. Oui, j'aime ça. Oh! On parle beaucoup d'élèves sur le spectre de l'autisme ou ayant un handicap. Quand l'enfant n'est pas tout à fait diagnostiqué, par exemple, en maternelle, est-ce que... Je me souviens, moi, mes enfants avaient des pauses bougeottes où ils ont les petits vélos stationnaires qui permettent à un enfant qui est peut-être éventuellement TDAH de dépenser son énergie. Comment est-ce qu'on gère ça en maternelle lorsque l'enfant n'est peut-être pas diagnostiqué pour peut-être appuyer la famille, l'enfant? Donc, c'est quoi les Absolument. mises en place? Mais, tu sais, en général, en maternelle jardin, c'est là où on commence, comme un enfant
est diagnostiqué. Parfois, on va avoir des enfants qui sont déjà diagnostiqués qui vont venir, mais c'est vraiment... Là, j'ai plusieurs cas d'élèves qu'au début, il y avait des observations, les enseignantes étaient inquiètes, la famille aussi. Puis là, on est rendu au mois de juin, puis là, l'enfant a eu le diagnostic. Donc, c'est très normal d'avoir un enfant qui va venir à la maternelle, qui n'a pas nécessairement un diagnostic. Il n'y a pas vraiment... On ne sait pas encore c'est quoi les besoins de l'enfant. Donc, quand un enfant commence, on donne la chance à l'enfant de s'adapter. Oui. C'est très important. Même du côté EABP, élève à besoin particulier. Élève à besoin particulier. On doit donner au moins 4 à 6 semaines à l'équipe pédagogique d'observer l'enfant, de prendre des notes. Parce que, tu sais, quand un enfant commence, peut-être on va voir, oh my God, ça va vraiment pas bien, mais après quelques semaines, il s'adapte puis ça va bien. Exact. Il a juste besoin de s'intégrer, de s'habituer. Mais là, après 4 à 6 semaines, on met en place des petites stratégies, et ça fonctionne pas, l'équipe a des inquiétudes. C'est là où l'équipe pédagogique va venir voir l'enseignant de ressources. Bien, ils vont communiquer d'abord avec la famille, dire « Hey, est-ce que vous voyez la même chose à la maison? » Là, c'est peut-être les parents vont dire « Oui, nous aussi, on a constaté telle chose. » Puis là, l'équipe pédagogique va communiquer avec l'enseignant de ressources, dire « J'aimerais en discuter en équipe école. » Équipe école, c'est l'enseignant de ressources, l'équipe pédagogique. Donc, je dis beaucoup l'équipe pédagogique, mais on dit équipe pédagogique en maternelle jardin parce que c'est l'enseignant titulaire et le PE, l'éducatrice en petite enfance. Oui. C'est les deux ensemble. Et la direction. Oui. Donc, c'est là où on va s'asseoir tous ensemble et dire, OK, voici les besoins de l'enfant. Ça fait 4 à 6 semaines. J'ai essayé telle chose. Oui. C'est quoi nos prochaines étapes? Donc, pour un enfant qui n'a pas de diagnostic, mais qu'on soupçonne qu'il y a un petit quelque chose, l'équipe pédagogique va d'abord parler avec les parents, communiquer, voir s'il y a des petites choses qu'on peut changer, des choses qui peuvent aider. Mais là, si ça persiste, on va s'asseoir en équipe école puis décider c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est tout à fait normal qu'un enfant a des besoins qui ne sont pas nécessairement... Déterminés, exactement. On est vraiment à l'étape où on observe l'enfant. Oui. C'est là où l'enfant est dans un environnement où il doit collaborer avec d'autres enfants. C'est pas facile. C'est vraiment l'autorégulation, les habiletés sociales. Et c'est là qu'on va réaliser, OK, cet enfant-là a des difficultés au niveau des habiletés sociales. Il ne s'intègre pas, il ne veut pas jouer avec les autres élèves. Il joue en parallèle. Donc, il n'est pas en train de jouer avec les amis. Il joue à côté des amis, à son jeu. Donc, il y a des petites choses qu'on observe, qu'on est capable de noter pour ensuite voir, OK, c'est quoi nos prochaines étapes. Je pense que l'importance, tu sais, la collaboration et l'honnêteté. Parfois, on va rencontrer, voici qu'est-ce qu'on observe à l'école. Est-ce que vous observez les mêmes choses à la maison? Non, pas du tout. Tu sais, mais là, ils vont dire, mais pendant son cours de natation, on a vu que... Oh, OK. Donc, nous aussi, on observe ça. Il est entouré de, tu sais, une vingtaine d'autres élèves. Donc... J'aimerais mentionner quelque chose. C'est une situation très stressante pour un parent qui a un enfant à besoins particuliers. C'est pas évident. On a peur du jugement, surtout le jugement d'éducateurs qui sont toujours avec des enfants. Ça peut être un parent que c'est un premier enfant. C'est la première fois qu'ils sont en train d'élever un enfant. Et on est là pour appuyer et non pas juger. On voit toutes sortes d'élèves. Puis on veut vraiment donner les outils nécessaires pour que leur enfant s'épanouisse dans ce milieu scolaire. Et c'est pas toujours les mêmes stratégies qui fonctionnent pour les mêmes personnes. Donc, on a vraiment besoin de leur collaboration pour bien discuter des besoins. Et peut-être on va dire, hey, tu sais quoi, je pense vraiment que c'est le temps que vous allez voir un médecin. Nous, on n'a pas le droit de diagnostiquer. Je ne peux pas dire, oui, ton enfant semble être sur le spectre. Jamais, jamais. Ce n'est pas à nous de dire ça. On n'est pas des spécialistes. On peut partager nos observations. On peut... recommander? On peut recommander d'aller voir un spécialiste, d'aller voir un médecin, voir s'il y a quelque chose du côté médical, des prochaines étapes à prendre. Mais c'est ça, il y a des cas où c'est la prochaine étape, d'aller voir un spécialiste, d'aller voir un médecin pour qu'on puisse aider à l'enfant de la bonne façon, de bien répondre à ses besoins. Oui, OK. Wow, merci. C'est bon. Il y en a des choses à considérer. C'est assez lourd. Mais c'est faisable et
on gère toutes sortes de cas, on est habitué, on est prêt, on est là pour appuyer les parents. Et parfois, c'est vraiment essai-erreur. Tu sais, comme, oui, on est des expertes dans le domaine, mais chaque enfant est tellement unique, chaque enfant a tellement de différents besoins que parfois, il faut juste essayer différentes choses. Et il faut collaborer avec les parents. Parfois, c'est difficile parce que les parents vont être un peu plus à la défensive parce que, tu sais, c'est pas facile d'accepter ça. D'accepter le fait que son enfant ne va pas bien ou qu'il n'est pas capable de transitionner. Tu sais, la maternelle, c'est déjà une grosse étape. Donc, l'enseignant ressources, l'équipe pédagogique, la direction, on est très conscient de cette réalité, puis on est là pour aider. Et puis pour le bien de l'élève. Exactement. Toujours pour le bien-être de l'élève. On veut que l'élève s'épanouisse. C'est ça, on revient à l'équipe de la réussite. On veut la réussite de l'élève. Et c'est en travaillant ensemble qu'on atteint ce but. Et j'aimerais mentionner une chose. On me dit toujours que je veux que l'enfant puisse s'épanouir et atteindre son plein potentiel. Donc, c'est vraiment, on doit se concentrer sur le plein potentiel de cet enfant-là, pas en comparant le potentiel d'un enfant à l'autre. Oui. Tu sais, comme on se concentre sur ce que l'élève est capable de faire, les petites réussites, une journée à la fois. Donc, on est tous conscients de ça, puis c'est ça. OK. Puis peut-être, comment est-ce qu'un parent peut se préparer? Disons là, l'enfant a des accommodements ou de l'appui en salle de classe. Ce parent-là n'a pas cet appui-là le soir ou à la maison. Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'il y a des choses à partager par rapport à ça? Je pense que ça... Je sais pas si tu veux m'assumer. Souvent, disons, si on a un système d'émulation à l'école qui fonctionne très bien, comme avant et après. Voici qu'est-ce qu'on fait. On va travailler à un centre et ensuite, tu pourras choisir un jeu libre, genre. C'est quelque chose qui fonctionne bien à la maison. Alors, avant, on va brosser les dents. Après, on va lire un livre ensemble puis on va se coller. Donc, on partage un peu les tactiques qui fonctionnent à l'école, à la maison pour essayer de les reproduire. Autant que nous, on demande, disons, si c'est un élève qui est non-verbal, partage-nous les pictogrammes qui fonctionnent à la maison. Bien, nous, on va partager les stratégies qui fonctionnent à l'école. Parfait. Je donne un exemple. J'ai un ami qui a été transféré d'une école à notre école. C'est un enfant à grands besoins, TSA. Et c'est ça, il a vécu une transition assez difficile. Mi-année. Mi-année, oui. Ça, pour un enfant, tu sais, TSA, c'est assez... Pour n'importe quel enfant. Oui, exactement. Puis là, on ajoute ça aussi. Tu sais, on a été chanceux d'avoir l'équipe ACA, donc analyse du comportement, qui travaille spécifiquement avec les enfants TSA qui ont un comportement particulier. Ils vont venir, ils sont venus observer l'enfant dans son environnement, noter qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis là, ils nous donnent des stratégies, comme par exemple le maintenant, après, ensuite. Donc, là, c'est vraiment une fiche avec trois photos de l'enfant, OK? Puis c'est comme, OK, maintenant, on fait la routine matinale où on va enlever le manteau, ranger nos choses, sortir la boîte à dîner. Après, on va manger la collation. Puis ensuite, nous allons faire le rassemblement au tapis. Donc, pour les enfants TSA, c'est très important de savoir, ils sont très séquentiels, c'est très important de savoir les prochaines étapes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut partager à la maison. On peut donner une copie à la maison. À la maison, ils peuvent prendre des photos de chaque routine et l'utiliser. Donc, n'importe quelle stratégie qui est mise en place à l'école, qui est donnée par l'équipe du conseil, on est toujours en communication avec les familles. On encourage fortement qu'ils continuent les mêmes stratégies à la maison si ça fonctionne, puis vice-versa. Okay. Donc, je pense que c'est plutôt les stratégies à mettre en place. Par exemple, j'ai une autre petite qui a une paralysie cérébrale, puis elle a son côté gauche est très faible comparé à son côté droite. Donc, l'ergothérapeute de CHIO, qui travaille dans le milieu scolaire, nous a suggéré de faire
d'utiliser des petits moments pour utiliser la main gauche au lieu que ça soit comme forcé. Non, tu dois tenir la crayon avec la main gauche. Donc, donner comme un high five avec la main gauche. Ouvre la porte avec la main gauche. Puis, c'est des choses qu'on a partagées avec les parents aussi. Donc, c'est des petites choses, des petites stratégies qu'on partage et toujours vice-versa. Wow. Mais tu vois vraiment que c'est pas une recette qu'on suit. C'est vraiment unique à chaque élève. Oui, et faire équipe avec les parents, je pense que j'entends que c'est très important. C'est la clé gagnante. Oui, absolument. Je pense que quand une famille collabore, ça donne non seulement... Il y a comme l'ouverture d'esprit, mais aussi la motivation et l'engagement. C'est comme, je veux aider... Tu veux aider, on veut le bien-être de l'enfant, on est tous sur la même page, donc ça change beaucoup. Oui. Oh, wow, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voulait aborder, des trucs pour les parents en amont à la rentrée pour ces élèves-là? La chose la plus importante, c'est la communication. Oui, j'allais juste dire, je pense... j'ai quelques conseils. Un, n'attendez pas à communiquer avec l'école. Faites ça le plus tôt possible. C'est pour le bien-être de l'enfant. Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, partagez tout ce qui peut aider pour qu'on puisse comprendre les besoins de l'enfant. Oui. Les rapports de spécialistes, qu'est-ce que vous faites à la maison? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Est-ce que l'enfant a des sensibilités au bruit? Tout. Le plus qu'on sait, le mieux qu'on est capable de s'adapter. Oui. Troisième chose, osez pas de demander des questions. Demandez-nous des questions. N'ayez pas peur de poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides là. N'hésitez pas à demander qu'est-ce qui fonctionne à l'école, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mon enfant m'a dit telle chose. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Comme vraiment... On est là pour répondre aux questions. Puis les équipes pédagogiques en salle de classe, l'enseignante, le PE, ils sont là toute la journée avec ces enfants. Ils sont prêts à répondre à des questions, à vous partager des photos, des petites réussites. Donc, je dirais que ça, c'est le troisième point. Okay. Quatrième chose, parlez-nous des forces et des belles choses de votre enfant. Un enfant a grand besoin. Parfois, on se concentre tellement sur les besoins de l'enfant qu'on oublie que cet enfant a aussi tellement de belles choses, d'intérêt, de talent, et on veut miser sur ça. Wow. On veut utiliser ça pour aider l'enfant à s'épanouir. Si je sais qu'un enfant TSA non-verbal adore les voitures, ben je vais utiliser ça pour m'aider à communiquer avec lui, à mettre en place un système de renforcement positif peut-être avec des petites voitures. N'importe quoi pour aider l'enfant. Et tu sais, chaque enfant, on l'a dit tellement de fois, mais chaque enfant est tellement unique. Chaque enfant a des forces. Oui. Donc, je pense que je dirais ça. Il faut célébrer ces forces-là. Oui. Tout à fait. Mon Dieu, c'est tellement inspirant de vous écouter, mesdames. J'ai adoré cette entrevue-là. Merci tellement, Sarah. Ça paraît que tu es passionnée de ton travail. On est chanceux de t'avoir au CPO, franchement. Ça a été hyper éclairant, personnellement. Je pense, en tout cas, si j'étais un parent dans cette situation, puis je l'ai été quand même un petit peu, j'aurais vraiment aimé savoir tout ça. Donc, j'espère que ça a été utile à nos parents. Chantal, un gros merci. Toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Pour nous, ça conclut cet épisode de Repères parentaux. J'espère que ça vous a été utile. En amont à la rentrée, n'hésitez surtout pas à communiquer avec vos écoles, justement, lorsque vous êtes face à cette situation-là. Et puis, tenez-nous au courant. Si vous avez des sujets, des commentaires, on est là pour vous. N'hésitez surtout pas. À bientôt!